Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et merci de votre participation à ce second atelier en ligne organisé par la CCI du Morbihan. Merci de nous indiquer si le son fonctionne correctement en postant un petit message sur le chat. J'en profite pour vous dire que le chat est animé aujourd'hui par ma collègue Laure Le Breton, qui est conseillère numérique à la Chambre de commerce. Pour ma part, je suis Catherine Pierrat, je suis conseillère entreprise création et reprise sur le territoire de Pleuhermel. Parfait, merci pour le retour. Nous allons passer 45 minutes ensemble afin de vous expliquer comment on crée une entreprise de e-commerce. Voici Laure. Donc la présentation va se dérouler en 4 phases. Pour commencer, je vous ferai un focus sur le marché français du e-commerce, puis nous verrons les étapes de la création d'entreprise. Un zoom sera fait également sur la structure juridique et enfin, pour terminer, nous aborderons les obligations légales de la vente en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler sur le chat. Si nous pouvons y répondre de suite, nous le ferons. Sinon, nous les listerons et y répondrons ultérieurement. Donc, on débute par les chiffres du e-commerce. Donc, en 2016, le marché des ventes e-commerce continue de progresser fortement malgré un contexte de consommation globale qui s'est ralenti. En termes de chiffre d'affaires généré, les Français auront dépensé 72 milliards d'euros sur le web en 2016. Donc, c'est un chiffre en hausse de 14,6% par rapport à l'année dernière. La barre des 80% d'internautes qui achètent en ligne a été franchie, portée à la fois par la diffusion des nouveaux écrans d'Internet, l'augmentation des sites marchands et l'élargissement des offres. Il faut savoir également que le e-commerce représente 8% du commerce de détail. Tous les indicateurs sont donc au vert pour les e-commerçants postulants. Même si la progression du nombre de sites marchands n'est pas aussi exceptionnelle qu'en 2015, il n'en demeure pas moins que 2016 aura vu 22 000 nouveaux sites se créer. Il y a désormais plus de 204 000 sites marchands actifs en France. Cependant, il faut noter qu'une minorité de e-commerçants fait la majorité du chiffre d'affaires. 84% du chiffre d'affaires est réalisé par 4,5% des sites marchands, soit 9 000 sites. Faites donc le comparatif par rapport aux 204 000 sites marchands actifs. Donc, si le marché est porteur, il faut néanmoins noter que la compétition est redoutable et qu'il est difficile de bien gagner sa vie, voire de rentabiliser son activité en ligne. À noter que la vente par le biais de places de marché ne cesse aussi de progresser puisque 27% des e-commerçants passent par ce canal de distribution. Voici un focus sur les habitudes d'achat des Français. La fréquence d'achat continue elle aussi d'augmenter puisque nous avons gagné 6,4 points par rapport à 2015. Contrairement au montant moyen d'une transaction qui lui poursuit sa baisse, se rapprochant chaque année un peu plus du montant moyen des achats sur les autres circuits du commerce. On a aujourd'hui un montant moyen de transaction de l'ordre de 70 €, ce qui représente 7% de moins qu'en 2015. Un acheteur moyen aura dépensé près de 2 000 € en 2016 en représentant 28 transactions en ligne. L'élargissement de l'offre, le développement de la concurrence et les nouvelles approches en matière logistique contribuent à amplifier le phénomène depuis 2 ans. Vous avez sur ce slide les principaux produits et services achetés sur Internet. Donc, comme depuis quelques années, arrivent en tête l'équipement de la personne et les produits culturels, le tourisme. Mais ils sont talonnés de près par le secteur de la santé-beauté et l'équipement de la maison. Aujourd'hui, tous les produits du quotidien peuvent être achetés sur Internet. Maintenant que nous avons constaté que le marché de la vente en ligne se porte plutôt bien, nous allons nous recentrer sur la mise en place de son activité d'e-commerçant. L'objectif étant de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, mais bel et bien d'avoir un projet structuré. Pour mener à bien ce projet, vous devrez intégrer plusieurs éléments. On assimile souvent cela à une recette de cuisine dans laquelle vous aurez les ingrédients de base et afin de rendre votre plat unique, vous y ajouterez vos petites touches personnelles. Le premier ingrédient, c'est vous. Vous, votre idée, cette envie de créer, d'où vient-elle? Pourquoi maintenant? Dans quel but? Est-ce que c'est parce que vous ne souhaitez plus avoir un chef au-dessus de vous? Est-ce que c'est parce que votre situation personnelle actuelle le permet? Je ne sais pas, une stabilité financière, les enfants qui ont grandi, ou bien tout simplement, vous souhaitez en fait vous octroyer un complément de revenus.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il faut savoir simplement qu'il ne faut pas partir, pardon, bille en tête et savoir pourquoi on le fait. Ensuite, c'est tenter de se recentrer sur soi et de valider que vous avez toutes les compétences pour mettre en place votre offre, développer votre produit. Par exemple, une question se pose aussi, c'est de savoir si vous avez le soutien de vos proches. Effectivement, imaginez bien que si votre conjoint n'est pas très chaud en fait pour votre projet, il ne verra pas forcément d'un bon œil que vous stockiez vos produits dans la chambre d'amis ou dans le garage. Donc ce projet doit être aussi, je dirais, adapté et surtout pris en compte par votre environnement familial. Il ne faut pas oublier que la réussite d'un projet tient souvent à l'homme, pardon, ou la femme qui le porte. Le deuxième ingrédient, c'est de définir en fait le produit ou le service que vous souhaitez vendre. Quelles sont les caractéristiques? Quelle politique de gamme allez-vous appliquer? Est-ce que vous avez un choix de marque particulier? Vous allez appliquer un label? Mais aussi, c'est de vous demander comment vous allez le vendre, ce produit, et le produire aussi tout simplement. Cela vous permettra de définir les moyens dont vous avez besoin, moyens matériels, personnels, financiers. Le e-commerce ne vient pas sans ses spécificités. En effet, d'autres éléments viennent se rajouter pour que votre produit soit vendable et rentable sur le web. Il doit avoir le bon poids, la bonne taille, ne pas être trop fragile, tout cela pour permettre un conditionnement simple, efficace et bon marché. La marge commerciale, elle, doit être suffisante pour dégager une rentabilité certaine. La logistique est tout aussi importante. Vous aurez plus de facilité à livrer un livre qu'une palette en bois. Troisième ingrédient ou élément, c'est l'étude de marché. Une étude de marché, ça permet de connaître et comprendre l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Elle applique à la fois une étude de vos futurs clients, de la concurrence et de l'environnement. Elle permettra de connaître le marché, ses acteurs, la réglementation et son fonctionnement. Et ainsi, vous pourrez choisir vos fournisseurs, trouver des partenaires et vous positionner sur le marché. Au niveau de l'offre, vous identifierez et analyserez leurs forces et faiblesses. Donc quand on parle de l'offre, on parle bien entendu de vos concurrents. Au niveau de la demande, vous étudierez plutôt les besoins et les attentes de vos clients. Ces deux dernières analyses vous permettront de définir votre gamme produit, le prix de vente, les circuits de distribution et la politique de communication. On a vu que la concurrence est rude sur le web. Les sites se livrent une guerre de prix, le moins cher, mais aussi une guerre de produits, le plus grand nombre. C'est pourquoi travailler son étude de marché pour un e-commerçant, c'est se poser aussi d'autres questions, des bonnes questions. Est-ce que mon produit peut répondre à une demande? Là, vous pouvez utiliser les outils de planificateur de mots-clés de Google, par exemple. Est-ce que c'est une tendance du moment, une mode passagère? Est-ce qu'il y a un marché stable ou en croissance? Google Trends vous permettra également d'avoir des informations sur les tendances de ce marché. Les clients potentiels peuvent-ils se procurer le produit localement? Si c'est le cas, quelle est la valeur ajoutée d'avoir son site internet de e-commerce proposant ces produits-là? Donc là, il faudra vraiment travailler sur le produit, ou alors sur une offre de service après-vente, par exemple. Bien connaître ses clients acheteurs, c'est également très important. Ce serait quand même dommage de se rendre compte tardivement que ceux qui pourraient être intéressés par vos produits ne peuvent pas les acheter. On prend par exemple un adolescent qui n'a pas de carte bancaire, ou bien que vous ne pouvez pas livrer dans leur zone d'habitation. Posez-vous la question aussi de la saisonnalité. Si oui, s'il existe une saisonnalité dans votre activité, comment pouvez-vous pallier à la baisse d'activité quand vous êtes en basse saison? Est-ce que vous pouvez proposer des produits complémentaires ou un service complémentaire? Enfin, il faut voir si votre produit est rapidement consommable. Cela vous permettra d'assurer la récurrence des achats. Le quatrième élément, c'est ce que nous appelons le modèle économique ou le business model. En fait, c'est de savoir où et comment on gagne de l'argent. Nous utilisons donc un outil qui s'appelle Business Model Canvas au sein de la CCI du Morbihan, qui reprend les grandes parties du projet. Nous avons 9 blocs pour décrire l'économie d'une entreprise qui couvre les 4 grandes dimensions de cette dernière, à savoir les clients, l'offre, l'infrastructure et la viabilité financière.
Comme je vous le disais, on retrouve sur cet outil ce que l'on vend. C'est ici, le central au niveau du business model. C'est le produit ou le service, mais c'est surtout la valeur ajoutée, le petit plus qui nous différencie des autres. En fait, ensuite, nous avons ce qui nous permet de vendre. Nous abordons ici les notions de clients. Qui sont-ils? D'où vivent-ils? Où vivent-ils, pardon? D'où viennent-ils? Sont-ils des prescripteurs, des acheteurs, des consommateurs? Puis vient la notion de distribution. Comment je distribue mes produits? Est-ce que je vais avoir un magasin, un site web, une place de marché? Mais aussi, comment je communique sur mes produits? Enfin, comment j'instaure une relation client? Quels outils j'utilise pour cela? Un service après-vente, une fac, un site web, une carte de fidélité. Les réseaux sociaux sont aussi très importants sur cette partie-là. Et enfin, vous avez peut-être des prescripteurs. Enfin, ce qui permet de produire, on le retrouve ici, sur cette partie gauche du Business Model Canvas. Quelles sont les ressources clés sans lesquelles je ne peux pas assurer ma production? On peut parler ici de machines, mais aussi de salariés. Pensez à un restaurateur, s'il n'a pas de cuisinier, c'est une ressource clé. S'il n'en a pas, le restaurant ne peut pas tourner. Ça peut être aussi du matériel. Quelles sont les activités sans lesquelles mon produit ne pourra être viable? Production, fabrication, mais aussi marketing. Puis, avec qui dois-je créer des partenariats? Banquiers, sous-traitants, prescripteurs, associés. À la fin, vous allez définir en fait les sources de revenus qu'on retrouve sur le bas à droite et les structures de coûts et vous déterminerez si votre future activité est viable ou pas. Pour faciliter les choses, je vais prendre le cas de alittlemarket.com. Donc c'est une place de marché, ou plutôt c'était une place de marché qui permettait en fait aux créateurs et artisans français de vendre facilement leurs produits sur Internet. Cette place de marché aujourd'hui n'existe plus. Par contre, c'est un modèle économique sur lequel on peut se baser puisque c'était quand même à la base du e-commerce. Donc, ce qui différencie à la base A Little Market de ses concurrents, donc la valeur ajoutée, c'est le fait que ce soit une place de marché qui était dédiée aux produits artisanaux français. Sa seconde force, c'est le nombre de produits en vente, plus de 200 000. Ensuite, ce site s'adresse à qui? Il s'adresse à toutes les personnes qui consomment des produits de créateurs. Donc, nous retrouvons ici notre segment de clientèle. Les produits sont distribués par les deux sites principaux de A Little Market, à savoir alittlemarket.com et alittlemercery.com. Mais également, ils ont développé une application mobile sur iPhone. La relation client, elle est suivie grâce à la communauté des créateurs, un SAV fort d'une équipe professionnelle. De plus, la relation client est renforcée par la mise en place d'événements mensuels qui s'appelaient en fait les journées fait main. Elle était relayée également par les réseaux sociaux et une base email très importante. Donc, la première source de revenus est donc générée par le commissionnement sur les ventes et représentait à l'époque un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros mensuels. En termes de ressources clés, nous retrouvons bien entendu le site internet, puis le local, c'est-à-dire le lieu où les salariés sont présents, le personnel, 35 salariés bien entendu, et puis les 2 millions de produits. Pardon. En termes d'activités clés, c'est bien entendu la gestion et le développement du site internet qui permet au site d'être vu, bien entendu, et puis l'animation de la communauté, cette fameuse communauté dont je vous ai parlé tout à l'heure. A Little Market s'est appuyé sur des business angels afin de réaliser une levée de fonds de 2 millions d'euros que l'on va donc retrouver naturellement au niveau des sources de revenus. Et sans ces petits créateurs, le site n'aurait jamais pu fonctionner. Donc c'est ici que nous retrouvons nos partenaires clés. Enfin, les structures de dépenses sont représentées à la fois par le loyer, donc les locaux, les coûts de gestion du site internet et également le développement et le marketing de ce site, et enfin les salaires des employés.
Donc, vous avez ici un business model Canvas complet qui vous permet de voir où et comment je gagne de l'argent. Vous pourrez retrouver cet outil sur le site internet de la CCI du Morbihan. Autre élément important, une fois qu'on a fait son modèle économique, c'est s'attarder en fait sur les éléments financiers de son activité. Trésorerie sont les trois principaux éléments financiers à prendre en compte. Le premier répond à la question: que me faut-il pour démarrer? En gros, de combien ai-je besoin? Le second, qui correspond au prévisionnel financier, permet de valider si l'activité sera rentable. Ouais, je vois que vous avez quelques soucis de son. Je vais faire ça. Alors, excusez-moi, je fais ça, la manip de suite. Alors, est-ce que c'est mieux? Je vais essayer de continuer le déroulé de la présentation et vous faites appel à Laure sur le chat pour vous dire si effectivement vous avez encore des coupures. Merci Jérémy, si c'est pas gênant. Donc j'en étais au second tableau en fait financier, donc qui correspond donc au prévisionnel financier et qui permet de valider effectivement si l'activité sera rentable. Le troisième tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau de trésorerie. C'est de permettre en fait de connaître la situation de son compte bancaire actuel. On va parler un peu plus précisément du prévisionnel financier. Donc cet outil, comme je disais, vous permet d'estimer la rentabilité de votre structure en identifiant votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les produits générés par l'activité. On va le retrouver sur la partie droite du tableau. Et ensuite, on va analyser toutes les charges liées à la structure. On les retrouve sur la partie gauche du tableau. Les achats de marchandises, par exemple, les matières premières, les fournitures. On va retrouver également les charges liées au personnel, à la fois les salaires, si vous avez du personnel, mais aussi les prélèvements que vous pouvez faire au titre de l'exploitant. Les charges externes, nous y reviendrons juste après, car il y a vraiment des spécificités liées au e-commerce. Vous retrouvez également la structure impôts et taxes, et enfin les charges financières qui sont représentées par les intérêts d'emprunt et les frais bancaires. Attention, les frais bancaires peuvent représenter une certaine somme, surtout dans le e-commerce. En bas du prévisionnel financier, le bas du prévisionnel financier présentera soit un bénéfice si les produits sont supérieurs aux charges, ou une perte dans le cas contraire. Comme je vous le disais, toute entreprise a des charges, qu'elles soient fixes ou variables. Les charges fixes sont celles qui, quoi qu'il se passe, tomberont chaque mois. Les charges variables, elles, dépendent en fait du chiffre d'affaires généré par l'entreprise. Le e-commerce présente quelques spécificités. Il faudra prendre en compte en charge fixe le coût de location du matériel, si vous louez vos ordinateurs, des logiciels, l'investissement important en web marketing, le référencement naturel, l'achat d'espaces publicitaires type Google AdWords, mais aussi l'achat d'espaces publicitaires sur Facebook par exemple, la sous-traitance logistique qui va englober à la fois les contrats de logistique, la manutention et le stockage. Vous avez également le coût des solutions de paiement qui peut être important. Enfin, vous allez avoir des frais récurrents liés au site internet, le nom de domaine, l'hébergement, les sauvegardes, la maintenance. Et des éléments plus basiques tels que l'assurance responsabilité civile professionnelle qui devra couvrir la vente à distance. Attention, ici c'est un point très important que souvent les entrepreneurs négligent. Donc ne négligez pas l'assurance responsabilité civile professionnelle, donc qui couvre bien la vente à distance. Pour ce qui est des charges variables, vous devrez prendre en compte les frais de port, les commissions bancaires, comme je le disais, les commissions aussi des places de marché si vous vendez par ces canaux de distribution. Les places de marché ne vous permettent pas de le faire de manière gratuite. Elles prennent des commissionnements qu'il faudra répercuter sur ces charges variables. Enfin, une notion à prendre en compte aussi aujourd'hui, c'est le coût en fait de la perte des colis. Tout cela ne se fait donc pas à la va-vite, mais se pose et se réfléchit afin de valider que l'activité sera réellement rentable. Maintenant,
on peut se poser la question effective de l'entité juridique. Est-ce que c'est mieux aussi au niveau de la fluidité de l'écoute et de l'image? Ça a l'air? D'accord. Donc, comme je le disais, nous en arrivons à la fameuse question du dois-je déclarer en tant qu'entreprise cette activité de vente en ligne? Donc, voici les questions qui reviennent régulièrement quand j'ai des porteurs de projets face à moi qui veulent développer un e-commerce. Je suis un particulier. Est-ce que je peux vendre sur Amazon ou Le Bon Coin sans aucun souci et sans rien déclarer? Ou alors, je suis une entreprise, je vends dans un magasin physique. Est-ce que je peux vendre par le biais d'Internet? Encore une autre question qui revient fréquemment. Je suis salarié d'une entreprise. Puis-je vendre sur Internet sur mon temps libre? Et donc, en fait, ces trois questions, elles reprennent exactement la même question globale qui est: est-ce que je suis obligé de déclarer mon activité? Si oui, sous quelle forme? Si on prend le cas du particulier, si vous vendez des biens que vous ne souhaitez plus conserver et que ces ventes ont un caractère occasionnel et sont réalisées dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, il ne s'agit pas d'une activité professionnelle. Par conséquent, les revenus de ces ventes ne sont pas imposables et pas de cotisation sociale à verser. Prenons le cas de jouets. Nous sommes bientôt à la période de Noël et donc certaines personnes se disent j'ai des vieux jouets, ils sont plutôt en bon état. Je vais par exemple les proposer à la vente sur un groupe Facebook ou bien sur Le Bon Coin. Les revenus que vous pourrez en tirer ne seront pas à déclarer au niveau de vos impôts. En revanche, dans certains cas, si vous vendez par exemple des métaux précieux ou si le prix de cession de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquités reviennent à un montant supérieur à 5 000 €, vous serez alors soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. Bon, il faut y arriver déjà à ce montant-là. Pour la cession d'autres biens dont le prix de cession est aussi supérieur à 5 000 €, hors électroménager ou automobiles qui en sont exonérés, vous serez soumis au régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles au taux de 19 %. Voilà. Dans tous les autres cas, si vous achetez ou fabriquez des biens afin de les vendre ou de les revendre, les revenus de cette activité sont imposables. Vous devez par conséquent déclarer ces recettes à l'administration fiscale dans le cadre de votre déclaration de revenus. Et vous devrez également payer des cotisations sociales. Nous en arrivons donc à la question fatidique, mais quel statut choisir? Pour officialiser cette activité, vous devrez donc choisir un statut. Mais dans la jungle des statuts, comment faire? Vous devez dans un premier temps vous poser les bonnes questions. J'en arrive toujours au même, il y a toujours plein de bonnes questions à se poser. Vous voulez créer seul ou à plusieurs? Votre activité nécessite-t-elle des investissements importants? Avez-vous un patrimoine personnel à protéger? Une fois que vous aurez répondu en fait à ces différentes questions, vous pourrez vous orienter sur le choix d'une entreprise individuelle ou sur le choix d'une société. En tant qu'entreprise individuelle, il faut savoir que les formalités de constitution et de fonctionnement sont beaucoup plus simples. Mais par contre, votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. C'est-à-dire qu'en cas de dette importante, vos créanciers pourront venir chercher leur complément d'argent, si je puis dire, sur vos biens personnels, à la fois sur votre maison, sur votre automobile et sur tous les biens qu'ils pourront prendre. Dans le cas d'une société, donc une société, ça peut être une SARL, société à responsabilité limitée, une EURL, qui n'est ni plus ni moins qu'une SARL, mais individuelle, à associé unique, ou une société à action simplifiée, et pareil, la SASU, qui est également une société à action simplifiée unipersonnelle, donc il y a un seul associé. Là, vous avez beaucoup plus de contraintes, les coûts sont plus importants à la constitution, notamment parce que vous allez devoir rédiger des statuts qui doivent être validés par un juriste ou un avocat d'affaires. Mais il y a aussi des règles établies qui sont établies dès le départ. Donc, vous avez une responsabilité limitée à vos apports. Et la micro-entreprise dans tout cela, vous me demanderez. Effectivement, beaucoup de personnes parlent de cette fameuse micro-entreprise. Il faut savoir que la micro-entreprise, ce n'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle avec un statut fiscal et social simplifié. Nous allons voir en fait les avantages de ce régime.
Premier avantage, les obligations comptables de l'entreprise se limitent à la tenue d'un livre de recettes et d'un registre des achats. Vous n'avez pas besoin d'établir de compte annuel. De ce fait, vous avez des charges en moins car vous n'avez pas besoin de recourir à un expert comptable ni d'adhérer à un centre de gestion agréé. L'entrepreneur, deuxième avantage, est imposé personnellement sur un bénéfice calculé forfaitairement sur le montant du chiffre d'affaires. Il en est de même pour les cotisations sociales, ce qui veut dire que pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Par contre, cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire votre déclaration mensuelle ou trimestrielle. À chaque fois, même si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, il faudra quand même déclarer 0 auprès des administrations fiscales. Vous avez également au bénéfice une franchise de TVA. Donc, vous n'avez pas besoin de la collecter ni de la reverser. Inconvénient de ce régime. Pour ce qui concerne le négoce, c'est-à-dire l'achat-revente de produits, le chiffre d'affaires doit être inférieur annuellement à 82 800 €. Pour ce qui est de la prestation de service, il doit être inférieur à 33 200 €. Ce sont les seuils maximums que tolère la micro-entreprise. Vous ne pouvez pas déduire vos charges et amortir vos investissements. L'impôt et les cotisations sociales sont donc calculés sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Les activités de location de biens et de matériel, activités agricoles, y compris celles déclarées au registre du commerce et des sociétés et au répertoire de métiers, par exemple le paysagiste, les entretiens de jardin, les activités libérales et les activités soumises à la TVA immobilière ne sont pas compatibles avec ce régime. En tant qu'entreprise individuelle, le maintien des allocations retour à l'emploi pour ceux qui sont actuellement demandeurs d'emploi et qui pourraient en fait bénéficier de ce maintien, il est calculé par rapport aux recettes encaissées et déclarées. Donc là, ça peut vite devenir problématique parce que ce maintien des ARE risque de diminuer fortement. Vous avez aussi comme inconvénient la comptabilité simplifiée. Je vous en ai parlé comme avantage parce qu'effectivement, vous avez moins de contraintes qu'une entreprise individuelle au régime réel. Mais par contre, cela peut se révéler comme un obstacle en termes de crédibilité. Par exemple, pour obtenir un financement. La TVA non applicable signifie également que vous ne pouvez pas la récupérer sur vos achats. Imaginez que vous avez besoin d'acheter un véhicule pour pouvoir assurer les livraisons de vos produits suite aux achats sur votre site internet. Vous allez payer votre véhicule avec une TVA à 20%. Dans le cas d'une entreprise individuelle au régime réel, vous allez pouvoir récupérer ces 20% de TVA. Dans le cadre d'une micro-entreprise, vous ne pourrez pas les récupérer. D'où l'importance de préparer son projet avant de se lancer tête baissée. Il faut savoir également que le site internet, qui peut devenir vite une charge assez lourde, peut être intégré en fait en investissement dans le cas d'une entreprise individuelle au régime réel ou alors dans le cas d'une société, et donc être immobilisé par la suite. Dans le statut de la micro-entreprise, vous ne pourrez pas immobiliser ce site internet. Sachez que nous disposons et nous proposons en fait un atelier micro-entreprise au niveau de la CCI du Morbihan, donc un par mois, soit sur Vannes, soit sur Lorient, qui va reprendre en fait tous les éléments de la micro-entreprise avec des cas concrets. Nous vous donnons également des outils permettant de mettre en place votre journal d'achat et votre journal de vente. Et puis, je vous propose également un guide de la micro-entreprise à télécharger suite à cet atelier. Il faut savoir que l'atelier micro-entreprise est une prestation payante par contre. Donc vous retrouverez toutes les informations sur notre site morbihan.cci.fr. Puis-je créer une entreprise alors que je suis salarié? Et effectivement, c'est une question, comme je disais, qui vient aussi de manière assez récurrente. Vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas être attaché à un ordre. Par exemple, vous ne devez pas être avocat ou expert comptable, ou alors fonctionnaire. Vous devez également vérifier dans votre contrat de travail qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence ni de cumul d'activités. Vous avez également une obligation de loyauté, c'est-à-dire que vous devez exécuter votre contrat de travail en toute bonne foi et ne pas nuire à l'activité de l'entreprise qui vous emploie. La première démarche loyale étant de prévenir votre employeur de votre volonté de créer.
Vous pouvez même tirer quelques avantages à cela, puisque vous pouvez peut-être solliciter un congé pour création et reprise d'entreprise ou un temps partiel. Cela se fait sous condition d'ancienneté, à voir avec votre employeur, mais ça permet surtout de retrouver son emploi en cas de non-aboutissement de votre projet de création. Une fois que vous avez défini votre produit, sa valeur ajoutée, validé l'existence d'un marché, consolidé votre modèle économique, défini les éléments financiers, choisi votre statut, il ne vous reste plus qu'à vous immatriculer. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous contactez la CCI du Morbihan. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires à l'immatriculation de votre entreprise. Un doute, une question, nous vous accompagnons également dans cette étape par le biais d'un rendez-vous personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour ça. Nous avons vu l'entité juridique. Maintenant, il faut savoir que le e-commerce et Internet en général ne sont pas des vides juridiques. Depuis les années 2000, l'État s'efforce de mettre en place et d'appliquer une réglementation spécifique à ces canaux de commercialisation et de distribution. Nous allons voir quelles règles s'appliquent à la vente en ligne. Attention, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Donc les informations que je peux vous donner sont issues en fait de différentes recherches sur Internet et de conseils auprès justement d'avocats et de juristes. Cela ne vous empêche pas, bien au contraire, de prendre contact avec un conseil, avocat, juriste, pour des questions précises, et cela est largement recommandé. Sachez également que nous avons des permanences avec des avocats d'affaires sur Lorient, Vannes et Ploërmel. Donc ces permanences sont gratuites et vous pouvez pour ce faire nous contacter afin de valider le besoin réel pour ces permanences. Donc, les bonnes pratiques commerciales quand on a un site internet de e-commerce. Donc, les pratiques commerciales mises en œuvre ne devront pas être déloyales, trompeuses ou agressives. Ça, c'est le premier élément. En plus des informations traditionnelles à fournir, qui sont prévues dans le code de la consommation, vous devez indiquer au consommateur sur votre site internet de façon claire et compréhensible votre nom ou la raison sociale, votre adresse du siège social si vous êtes une entreprise, enfin une personne morale, ainsi que votre adresse de courrier électronique, vos coordonnées téléphoniques grâce auxquelles on peut effectivement entrer en contact avec vous. Trop de sites proposent des numéros de téléphone. Quand on les appelle, on ne tombe jamais sur personne. Il n'y a rien de plus désagréable et c'est surtout aujourd'hui réglementé. Vous devez également indiquer votre numéro du registre du commerce et des sociétés ou votre information comme quoi vous êtes au répertoire des métiers et votre capital social. Dans un document facilement accessible sur votre site, du style conditions générales de vente par exemple, vous devrez noter le coût total du produit ou du service ainsi que les éventuels frais supplémentaires, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation et les modalités, la durée de la validité de l'offre et du prix proposé. La date ou le délai auquel vous vous engagez à livrer le bien ou à réaliser la prestation de service. Excusez-moi. L'offre de vente sur Internet étant une proposition de contrat, elle devra également énoncer de manière à ce que le consommateur puisse en fait les conserver, les reproduire. Les conditions contractuelles applicables sont 1. Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique. Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie et les corriger. Clairement, ça veut dire que quand un internaute met un produit dans son panier, il va valider son panier, il va arriver en fait sur une page sur laquelle va être repris l'ensemble des produits dans son panier. Il doit par exemple pouvoir modifier le nombre de produits qui sont présents dans son panier, mais aussi le supprimer. C'est obligatoire. Vous devez également indiquer les langues proposées pour la conclusion du contrat.
En cas d'archivage de ce contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat. Au plus tard, au moment de la livraison, il faudra fournir aussi au consommateur sur un support écrit la confirmation des informations précédemment données. Il faut toujours valider auprès de votre acheteur que vous êtes bien une entreprise légale, c'est-à-dire que vous devrez confirmer votre nom, vos coordonnées, les frais de livraison, etc. Souvent, cela se passe par le biais d'un email récapitulatif dans lequel l'internaute va retrouver sa commande avec ses produits et en bas les coordonnées de l'entreprise. Du fait de l'absence physique des parties, puisque nous sommes sur un site internet, une procédure spéciale est prévue. Il s'agit en fait, dans un premier temps, de la commande, qui est l'étape ce qu'on appelle du premier clic. Vous devez donc, comme je le disais, avoir le récapitulatif de cette dernière, en laissant la possibilité à l'internaute de modifier ses choix et de corriger ses erreurs éventuelles. Vous devez avoir l'étape du deuxième clic qui est la confirmation de la commande, c'est-à-dire l'acceptation véritable de l'offre et donc la conclusion du contrat. En outre, la fonction utilisée pour valider une commande comportera la mention claire et lisible commande avec obligation de paiement. Vous devez également donner une information sur les conditions et les modalités du droit de rétractation. Ce droit, en fait, il est passé de 7 à 14 jours et il est, obligatoire pour tous les produits qui le nécessitent. Sachez que si vous faites par exemple de la vente de produits frais, ce droit de rétractation ne s'applique pas. Dans les conditions des modalités du droit de rétractation doivent être fournies l'adresse en fait de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations, les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales. Le droit de rétractation permet donc au consommateur de revenir sur ses engagements dans un délai de 14 jours francs. Les informations que je viens de vous donner, en fait, vous pouvez les retrouver sur le site du gouvernement en tapant économie.gouv.fr et vous aurez l'adresse exacte tout à l'heure. Je la retrouve là sur les liens d'ailleurs. Laure vous les a déjà donnés en fait. La CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, jusqu'à présent, en fait, jusqu'à quelques temps, vous deviez, en fait, quand vous aviez un site internet, qu'il soit commercial ou pas, le déclarer auprès de la CNIL. Aujourd'hui, cela n'est plus obligatoire. Cependant, à partir du moment où vous collectez des données personnelles via votre site internet, le nom, l'email, et que vous créez un fichier avec ces données, vous devrez alors déclarer ce fichier auprès de la CNIL. Le commerçant en ligne n'est pas autorisé à envoyer un mail commercial sans l'accord du destinataire, qui est donné au moment de la collecte du courriel. Au moment de la collecte de son adresse, la personne doit être informée de l'utilisation de son mail pour prospection ou pour offre commerciale et pouvoir s'y opposer. Vous devez d'ailleurs intégrer obligatoirement un lien de désabonnement dans vos emails commerciaux et respecter le choix de vos clients. Voilà pour la Commission nationale informatique et liberté. Donc, ce qu'il faut retenir de cet atelier, c'est que pour tout projet doit être travaillé en fait en amont, que chaque élément doit être analysé, testé et éprouvé. Faites-vous accompagner de me rejoindre. À toi alors, je t'écoute. Oui, j'arrive. Bonjour à tous et merci de vos interventions nombreuses sur le chat. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on a plusieurs questions qui sont arrivées effectivement, notamment où peut-on se renseigner sur les statuts et est-ce que le statut de la... Alors, je vais donc répondre. Alors, au niveau des statuts, nous avons un site qui s'appelle. Vous allez pouvoir découvrir tous les différents statuts existants.
Nous avons également mis en téléchargement une infographie sur les statuts juridiques qui est plutôt bien faite puisque c'est très ludique et très clair en fait. Il n'y a pas trop de texte parce que c'est vrai que sur les statuts, souvent on a beaucoup de texte et on n'est pas toujours très, très à l'aise. Après, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, vous pouvez être accompagné par un conseiller création reprise au sein de la CCI. Donc n'hésitez pas à nous contacter non plus parce que ce n'est pas toujours très, très simple de définir son statut. Je rappellerai juste une chose, c'est que effectivement, avant de vouloir définir votre statut, définissez correctement votre projet, car souvent le statut, c'est le dernier élément qu'on prend en compte. Au niveau de la question sur est-ce que le e-commerce se prête bien à un régime au régime de la micro-entreprise, je vais revenir aussi sur je vais dire encore un peu une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend parce que, comme je vous le disais, ce statut ne permet pas en fait de défalquer en fait nos charges. Donc, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui le coût d'un site internet, qui peut, si on fait vraiment un gros site avec une grosse base de données, qui peut monter facilement à 10 000 € d'investissement. Je vais bien parler d'investissement. Cet investissement-là, vous ne pouvez pas en fait le déduire sous le régime de la micro-entreprise. Par contre, sous le régime d'une entreprise individuelle au régime réel ou dans le cadre d'une société, cet investissement-là peut venir justement se défalquer en immobilisation incorporelle. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous allez faire de l'achat de produits pour les revendre, c'est pareil, l'achat, vous allez payer de la TVA dessus que vous ne pourrez pas déduire derrière. Je t'entends plus. Après, entendre ce que j'essaye de vous dire. Donc, le régime de la micro-entreprise s'adapte bien quand on veut tester son activité. Il ne faut pas que ce soit une fin en soi. L'objectif, c'est vraiment de se dire, je teste mon activité, si je vois que ça fonctionne, eh bien, je pourrais changer justement de régime. Comme je vous le disais aussi, c'est juste qu'il faut bien prendre en compte que vos charges ne sont pas déductibles et que la TVA n'est pas récupérable. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui peuvent avoir un fort poids dans la balance et rentrer Oui, de une manière autre assez question. importante Qu'est-ce au qu'une niveau du pratique choix. commerciale déloyale? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une pratique commerciale déloyale, c'est quand elle vise en fait à influencer abusivement le choix du consommateur pour le pousser à contracter, à acheter sur un site internet. On en a vu, on en voit encore sur des gros sites pourtant, des gros sites quand vous passez une commande. Donc l'acheteur va arriver en fait sur son panier et il va y avoir en plus des produits qu'il a mis lui-même dans son panier, une petite prestation supplémentaire du style assurance ou pack livraison à l'infini, etc., qui sont des prestations payantes et qui sont automatiquement intégrées au panier du client. Ça, c'est une pratique commerciale déloyale et surtout abusive. Donc voilà pour le petit exemple. Oui, un petit peu Shiva. Est-ce qu'il y a d'autres questions Laure est en train de répondre sur à le la chat? fois sur le chat et en train Sinon, de je vous relire les remercie questions qu'elle doit me poser. Donc de répondre c'est à pour ça qu'il y a notre sondage, si ce n'est pas fait, afin de nous indiquer si effectivement vous avez apprécié ce webinaire. Vous pouvez également télécharger donc nos documents ressources dont nous avons parlé. Vous avez également des conditions générales de vente type e-commerce, donc à personnaliser en fonction de votre activité, mais qui peuvent constituer une bonne base pour commencer. Je vois juste la question de Véronique là sur le chat qui dit est-ce qu'il vaut mieux se faire accompagner par un cabinet de communication pour créer son site internet et e-commerce? Alors, je vais aller plus loin qu'un cabinet de communication, chacun son métier. C'est-à-dire que oui, il faut vous faire accompagner par un prestataire web si votre projet est déjà bien avancé et qu'il est important en fait d'avoir votre propre site internet.
Internet. Pour débuter, vous pouvez aussi passer par des plateformes de vente en ligne, comme on l'a évoqué au début. Mais par contre, l'accompagnement est très important. Évitez de passer par le petit-fils du voisin de la cousine qui est en IUT informatique, a un projet, il doit créer un site Internet pour quelqu'un, c'est lui qui va me le créer. Soyez professionnel, vous allez vendre des produits, vous vous positionnez en tant que professionnel, et bien votre site Internet doit être représentatif